Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire en 10 minutes. Je vais essayer quand même. Merci, Bonjour à tous. Hein. Alors, effectivement, je vais essayer donc de faire une petite approche du comportement sexuel des adolescents séropositifs donc à Abidjan, à partir d'analyses d'entretien que nous avons fait au CHU donc de Yopougon. Alors, malgré les chiffres qui paraissent en baisse, hein, la Côte d'Ivoire reste quand même le pays le plus touché par le VIH-Sida d'Afrique de l'Ouest, hein, avec une estimation de 460 000 personnes donc, vivant avec le VIH. Hein. Donc, la prise en charge pédiatrique s'est développée, mais on estime quand même à plus de 25 000 le nombre d'adolescents, 10-19 ans, qui sont infectés. Alors, ce qu'il y a de particulier quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand on parler de l'enfant infecté, c'est parler de sa maladie, mais aussi parler de sa vie, c'est-à-dire les événements qui se déroulent donc au niveau de sa vie. C'est parler de son développement, puisque donc il est en période d'avancée, et aussi de son insertion sociale, puisque tout ce que l'on va mettre en place autour de lui va viser justement à lui donner un avenir. Alors la sexualité au moment de l'adolescence rassemble justement ces différentes caractéristiques. Il y a les liens avec la maladie par rapport donc au problème de contamination, d'observance, le fait que ce soit donc une maladie qui est liée donc à la sphère sexuelle. C'est une étape de développement avec donc des fonctionnements spécifiques des adolescents, mais aussi une étape d'apprentissage, parce que la sexualité, bon, à part les aspects qui sont vraiment de type, je ne dirais pas instinctif, ou bon, si vous mettez un adolescent sur une jeune fille, bon, il va quand même se débrouiller quand même pour faire cette pénétration, mais à part ça, comment est-ce qu'on arrive donc à ça? Comment est-ce qu'on arrive à faire toute cette sexualité? Comment est-ce qu'on arrive à avoir une jeune fille et tout? Ce sont des choses donc qui s'apprennent et qui veulent apprendre. Et enfin, donc, on constate aussi que avoir une copine, avoir un copain, ça fait partie aussi de l'insertion sociale, c'est ça, être normal. Alors, le site, c'était le CHU de Yopougon, l'un des sites les plus importants de prise en charge pédiatrique en Côte d'Ivoire. Alors, c'était au niveau donc, du CTAP, Centre de traitement ambulatoire pédiatrique. C'est une cohorte donc, de 1065 enfants. Alors, voici à peu près la répartition donc, de ces adolescents. Vous constaterez qu'on a quand même 104 enfants de plus donc, de 19 ans, 19-21 ans, que nous avons gardés dedans, puisque non seulement ils faisaient partie donc, du service, mais lorsqu'il s'agissait de parler de sexualité, ils avaient vraiment quelque chose à dire. Alors, au niveau de la méthode de recueil, c'est des entretiens individuels semi-directifs. On a choisi 30 adolescents pour les faire, parce qu'on voulait faire donc une analyse de contenu donc, de type thématique manuel, et avec un nombre trop important, ça allait être difficile. Les thèmes explorés, c'était les relations sexuelles, les premières expériences sexuelles, les comportements et pratiques sexuelles actuelles, l'impact de la maladie sur le vécu de la sexualité. Ça a été mené donc par un psychologue du service au cours de 2 séances par adolescent. Alors, il est évident que je ne peux pas tout rapporter, je vais faire des choix quand même sur les informations que je vais vous donner. Alors, au niveau des adolescents, c'est dans la tranche de 14 à 21 ans que nous les avons pris, dans la réalité de 15 à 21 ans. Alors, ce choix, c'était à cause du nombre important d'adolescents de moins de 14 ans qui n'étaient pas informés de leur statut, comme l'avait montré l'étude Pradossi, qu'on avait menée donc avec Valériane. Et par conséquent, il était difficile de parler de la vie sexuelle et de l'impact de la maladie sans qu'ils soient informés quand même. Alors, les 30 adolescents étaient identifiés comme sexuellement actifs. Alors, effectivement, il y en a beaucoup qui ne sont pas sexuellement actifs. Par exemple, dans ce service, on avait 90 adolescents de plus de 16 ans et plus quand même qui disaient qu'ils n'avaient pas d'activité donc, de type sexuel. Le groupe n'était pas homogène, c'était surtout l'acceptation en fait, d'aborder cette thématique que nous avons privilégiée. Donc on avait 11 garçons, 19 filles, 25 chrétiens, 5 musulmans, 24 collégiens et lycéens et 6 qui étaient déscolarisés et les ethnies étaient extrêmement variées. Par contre, ça couvrait vraiment toute la Côte d'Ivoire. Alors ils étaient tous sous traitement ARV depuis au moins 5 ans. Alors au niveau du tableau des âges, vous voyez que pour les filles, c'est assez bien réparti. Pour les garçons, ça tourne autour donc, de 18-19 ans. Au niveau donc, de la première relation sexuelle, dans quel contexte est-ce qu'elle se fait? Dans un contexte d'information qui est très pauvre. Ils savent peu de choses sur la sexualité. L'information vient de l'école essentiellement. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit donc du cours donc, de SVT, donc, qui vous montre donc, des planches anatomiques, qui vous dit quelles sont les conséquences si vous avez une relation sexuelle.
Ça vient des pères. Et là, on a quand même des éléments qu'ils trouvent beaucoup plus intéressants. Parce que là, donc, les autres vont leur dire comment ça s'est passé concrètement, comment est-ce qu'ils ont fait pour aller donc avec les copines, les copains, et à quel endroit est-ce qu'on peut réaliser une relation sexuelle. Et enfin, on a Internet. Donc, Internet qui est une source très importante à partir du moment où ils regardent donc les films porno qui sont sur Internet. Alors, on a aussi les services VIH qui essaient de leur donner des informations sur la sexualité. Mais là encore, c'est un peu la même chose. Ils se concentrent sur les conséquences et sur le fait qu'ils doivent se protéger et on ne leur dit pas ce que c'est que la sexualité et qu'est-ce qu'on fait dans la sexualité. Alors, quelle était leur raison de cette relation sexuelle? C'était la curiosité, essentiellement. Ils voulaient savoir de quoi il s'agissait enfin. Là, vraiment, le enfin, c'était ça. Et vouloir être comme les autres, parce que leurs camarades avaient déjà des relations sexuelles, et 73% d'entre eux étaient amoureux. Alors, comment ça s'est passé concrètement? En général, entre 15 ans et 17 ans. On a quelques-uns pour lesquels ça s'est passé 12 ans, 13 ans, hein, une, deux personnes. Ensuite, on a un petit groupe à 14 ans, mais c'est essentiellement entre 15 et 17 ans, 73%. On a quelques-uns qui ont attendu 19 ans, 20 ans pour avoir une relation sexuelle. Ce n'était pas leur première relation sentimentale, par contre, hein, pour 29 d'entre eux, hein, sur les 30. De qui est-ce qu'il s'agissait? C'était des camarades. Camarades d'école ou de quartier, beaucoup les camarades de quartier, ou amis d'une connaissance, parce que là, les intermédiaires jouaient énormément là-dedans. Hein. Alors, quelquefois, on sort avec quelqu'un parce qu'il est venu plusieurs fois. Il y a le copain qui est intervenu, il y a l'oncle qui est intervenu. Tout le monde lui a dit, il est pas mal ce gars-là. On finit par sortir donc avec lui. Alors, et c'était donc des personnes qui avaient entre 12 et 25 ans. La religion intervient très peu. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas de quelle est la religion donc de leurs copains. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas demandé. Donc, ce n'est pas un paramètre qui joue beaucoup. Et on avait, de qui il s'agissait, c'était essentiellement des élèves. On avait aussi 3 étudiants et 2 jeunes travailleurs. Alors, le temps préalable donc, de la relation, pour la majorité, ils ont une relation sexuelle entre 2 et 6 mois. Hein. On a quelques-uns pour lesquels ça s'est passé dans la même semaine. Hein. Mais la majorité, c'est entre 2 et 6 mois, où ça se passait chez eux ou chez le partenaire, donc à la maison. À la maison, quand les parents n'étaient pas là, on s'arrangeait. Et aussi, quelque chose qui nous a pas mal surpris quand même, c'était à quel point les hôtels étaient utilisés. Hein, les hôtels sont beaucoup utilisés par ces enfants-là. Et les hôtels ont découvert tout un public avec ces enfants qui venaient pour 2-3 heures. Et donc, ils ont des petits tarifs pour recevoir donc les adolescents. On a quelques autres pour lesquels ça s'est passé dans des conditions un peu plus difficiles à mon sens, en ce sens que c'était dans l'arrière-cour, dans une arrière-cour, dans un magasin, hein, vraiment là où ils ont pu. Alors le sentiment après, c'était essentiellement la honte. Hein. La honte pour 16 d'entre eux. Alors c'est beaucoup le fait des filles. La honte parce que c'était la première fois que je les habillais devant un garçon, parce qu'elles n'avaient pas cette idée d'elles-mêmes, parce qu'elles ne correspondaient plus à ce que les parents voulaient, parce que concernant donc, les principes religieux, ce n'était pas trop ça. Et donc, bien entendu, la culpabilité pour quelques-uns. Hein, la culpabilité surtout devant les parents, mais la peur. La peur, pourquoi? Parce que, donc, ils se posaient vraiment donc, la question, quelquefois, est-ce que je vais contaminer? J'ai contaminé donc la personne, mais ce n'était pas le plus important, c'était plutôt la peur d'attraper une grossesse. Beaucoup plus. La peur d'attraper une grossesse ou de mettre la fille donc enceinte. Alors, il y avait aussi de la joie. Pour eux, c'était que des garçons. Ceux qui étaient heureux, c'était les garçons. Et vous dites, je me suis sentie très léger après, j'étais bien là. Et des déceptions, parce que quand on leur avait raconté puis ce qui s'est passé, bon, il y avait un petit gap. Alors, ce sont des relations qui, en règle générale, ont duré donc, pour 70 ans, moins d'1 an. Hein, donc, il y a eu quand même des ruptures pas longtemps après. Alors, ceci dit, lorsque l'on regarde, du moins pour les filles, les chiffres, hein, il y a eu un rapport donc, en 2016 sur les grossesses en milieu scolaire, hein, une enquête qu'a fait le ministère de l'Éducation nationale, on constate que dans la réalité, les chiffres se recouvrent. Donc, ils ont les mêmes comportements que les autres adolescents ivoiriens, en fait. Du moins, donc, pour les filles, on a des chiffres. Alors, au niveau des parents, quelle est leur place là? Ils ont une place, ils sont stresseurs. Vraiment, ils sont apparus comme des personnes stresseurs. C'est une information qui est interdite, on ne peut pas en parler. Elle est pauvre parce qu'ils incitent que sur, non seulement ils n'en parlent pas, il n'y a que 10%, mais en plus, ils sont tout le temps dans les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer si tu?
Hein, donc bon, ça leur apprend rien. Ils estiment que ça leur apprend rien du tout. Les contenus sont menaçants, même dans les conseils. Même ceux qui disent, on me conseille, mais on me conseille pour me dire quoi? On me conseille pour me dire, tu vas attraper une grossesse, arrête ça. Si tu attrapes une grossesse, attention, tu vas plus aller à l'école. Et quand c'est le garçon, on lui dit, l'argent qu'on prenait pour s'occuper de toi, on va l'utiliser pour s'occuper de ton fils maintenant. Alors, et puis bien entendu, les maladies. Alors, en plus, ils désapprouvent la relation. Les enfants sont trop jeunes, ils vont attraper des maladies. Le partenaire n'est jamais, donc il n'a pas encore un métier et tout. Alors, ils sont peu informés de la vie de leurs enfants. Ils sont ignorants. Il n'y a que 40% qui connaissent le partenaire. Mais dans la réalité, ce n'est même pas vrai, parce que sur les 40%, on a 20% qui connaissent le partenaire, mais sans savoir que c'est le petit ami ou la petite amie. Il vient à la maison, mais c'est un camarade. Donc, ils ne savent même pas ce qui se passe en dessous. Hein. Et en fait, qui est-ce qui sait, qui est au courant? Il y a les amis, il y a la fratrie et le personnel de maison. Parce que donc, ils favorisent un tout petit peu quand même les sorties. Alors, les parents ont des estimations fausses du comportement de l'adolescent. Et là, vraiment, les adolescents estiment que c'est un devoir de mentir aux parents. C'est ça qui est normal. Parce que sinon, tu ne peux rien faire. Donc, le mensonge est permanent. Ils disent, je n'aborde pas les sujets parce qu'ils vont se faire une autre idée de moi. Donc, ils peaufinent leur image pour correspondre à ce que les parents veulent. Ou alors, donc, ils sont carrément dans la situation de conflit avec le parent concernant leur vie sexuelle. Donc, la sexualité, lorsqu'on la regarde au niveau donc, des parents, elle reste totalement interdite. D'ailleurs, lorsqu'ils en parlent, dès qu'ils s'aperçoivent que, la maman s'aperçoit que, oui, son fils commence à sortir, elle n'en parle même pas avec lui. Elle s'en va prendre un préservatif, elle lui donne. Mais elle n'en discute même pas. Hein. Alors, les mères, quand même, on a pu comprendre qu'elles étaient plus compréhensives avec leur fils. Mais l'histoire donc du risque de grossesse, ça reste le gros paquet. Ils ne veulent pas donner de contraception, mais en même temps, donc, ils sont devant donc, ce problème-là. Et la contamination aussi, chez les parents, apparaît quand même un élément important, alors qu'on va voir chez les enfants, non, ce n'est pas un problème, la contamination. Au niveau des pratiques, 80% de ceux avec qui on a parlé avaient une relation à l'heure actuelle. Les autres étaient en train de chercher une copine, hein. Donc, ils sont pas dans la situation où ils disent « je ne vais pas ». Non, je suis en projet, toujours. Alors, les pratiques personnelles, 33% utilisaient systématiquement les films pornographiques. Tous avaient regardé des films pornographiques, et ils nous l'ont dit, depuis l'école primaire, dans la réalité. Mais systématique, il y en avait 33% qui regardaient, qui après allaient dire donc à la copine « écoute, j'ai vu telle chose, on va essayer ». Hein, la masturbation, elle est peu admise en fait. Ils ne reconnaissent pas beaucoup qu'ils se masturbent. Hein, il n'y a que 3 filles et 7 garçons donc, qui en ont parlé. Il faut dire aussi que l'image donc, dans la société concernant la masturbation est assez négative. Et en plus, on leur a répété souvent que si tu te masturbes, tu vas tomber malade, tu vas tomber malade, tu vas tomber malade. Donc, ils n'en parlent pas. Alors maintenant, les pratiques en couple, quand ils sont en couple, c'est la pénétration vaginale dans 100% donc, des cas. Les jeux sexuels sans pénétration, c'est-à-dire donc les caresses, toutes les parties du corps, 73%, c'est en général, ils se contentent de ça en général lorsque donc la fille a ses règles ou lorsqu'elle n'a pas envie. Donc on reste sur, ou alors quand on n'a pas le temps aussi. Ils lui disent quelquefois, bon, il y a les parents qui vont arriver, on fait vite, donc on se contente de ça. Mais on constate que là-dedans, dans ces jeux sexuels, la fellation occupe quand même 46%. Donc, on a 46% donc, des adolescents qui pratiquent donc, la fellation. Et vous voyez, au niveau du cunnilingus, on a 4 adolescents quand même qui demandaient à leurs copains donc, de le leur faire. Et la pénétration anale, on a eu une expérience, mais qui a apparemment mal tourné et la fille n'avait plus voulu. Voilà. Alors, le multipartenariat. 43% de ces adolescents étaient donc en multipartenariat. Et certains d'entre vous disent que je gère, c'est le terme qu'ils utilisent, je gère quelquefois 4, 5, 6 filles en même temps, donc pour m'amuser. Voilà. Alors quand on sait qu'ils ne se protègent pas, vous comprenez que, bon. Alors, cette vie-là a un impact très important sur leur vie. On a seulement 10% pour lesquels qui disent on n'a pas eu de gros problèmes. Mais sinon, ils ont des chagrins d'amour, 60%. Des chagrins d'amour, ils gèrent ça, il ne faut pas que les parents soient au courant, mais ils dépriment, ils rappellent, il y a des ruptures, hein, donc ils doivent gérer les ruptures, ils gèrent des disputes, ils gèrent donc des visites pour aller donc faire en sorte qu'on m'accepte à nouveau, on se bat avec des rivales, donc
c'est une vie pleine, quoi. Donc, au niveau des grossesses, il n'y a pas que les filles. Donc, on a les garçons aussi, donc, qui doivent gérer donc des grossesses. Ils cherchent de l'argent pour faire passer donc des grossesses, donc les avortements. On a des fugues, mais en fait, souvent, donc, ils découchent. L'absentéisme scolaire, donc, aussi, comme ils ont des difficultés, 23%, et on a eu un cas donc de prostitution. Alors, au niveau des caractéristiques, ce que l'on peut voir vraiment, c'est les évolutions. Il y a une évolution au niveau des pratiques. La fellation devient un standard. Même ceux qui ne la pratiquent pas vous disent c'est comme ça que ça se passe. Donc ça devient donc un standard. Ils ont des positions. Ils connaissent tous les noms donc des positions. Alors nous, moi, j'ai été très très surprise. Parce que je ne sais pas les hommes ivoiriens qui sont dans la chose. Je ne sais pas comment on dit debout Kei, qu'on appelle ça Tumois, 66. L'autre là c'est marteau pilon. Il y avait de tout. Alors, il y avait de tout, vraiment. Alors, l'autre élément, au niveau des lieux, donc l'hôtel, ça va jusqu'à 46%. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci. Conclure. Oui, encore une minute. C'est surtout donc le poids du fait qu'ils ne maîtrisent rien. Donc, en fait, ils passent leur vie à s'adapter. Ils rencontrent les gens dans les lieux où on les envoie faire des activités. Les lieux de relation, donc, c'est souvent les couloirs, les maisons inachevées, les salles de classe. Les moments de la relation, c'est la journée, puisqu'ils ne sortent pas la nuit. Il y a un poids sur la scolarité, la durée. Dès que les parents de l'autre déménagent, la relation, elle est terminée. Et les modèles qu'ils ont, ça vient de l'extérieur. Et beaucoup le problème financier. Ils ont beaucoup de problèmes d'argent. Parce que il faut offrir des cadeaux, il faut payer l'hôtel, il faut gérer les problèmes, enfin... Alors, au niveau de la protection, ils se protègent difficilement. Je suis désolée. Attendez, si tu peux conclure. Bon, ils ne se protègent pas, du moins ils se protègent très peu. Les partenaires ne sont pas informés, dans 90% donc des cas, ils ne sont pas informés. Et dans 62% de jours. Alors, ce qui est particulier, c'est la place de l'anxiété dans cette relation-là. Pour eux, la sexualité, c'est vraiment c'est la vie, la sexualité, mais en même temps, ils sont très anxieux concernant ça. Alors, elle est infiltrée d'anxiété, rejet, grossesse, découverte par les parents et le problème donc de la contamination qui déprime plus qu'en fait, elle ne fait peur. Dans l'ensemble, 43% disent qu'ils sont mal à l'aise dans cette relation-là à cause de l'anxiété, des impacts, des contraintes de la maladie. En conclusion, avec l'entrée dans la sexualité et la vie sentimentale, on a des changements qui interviennent et qu'il faut prendre en compte. Ils ne sont pas différents des autres adolescents ivoiriens, mais ils ont des évolutions qui sont communes. Quand vous regardez ce qui se passe, tout ce qu'ils vont et qui vous disent, ça se retrouve dans les chants des artistes. La place de l'anxiété donne une coloration particulière, alors que faire ? Déjà, au niveau de l'annonce, on constate qu'il faut qu'elle soit plus précoce parce qu'ils ne sont pas informés au moment où ils ont leur relation. La protection n'est pas évidente. Alors, tout le travail qu'on a fait dans les équipes, ça sert à quoi ? Et que faut-il faire ? Et l'information pauvre les fragilise. Alors, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place carrément une éducation à la sexualité, mais qui prendrait compte de leurs besoins, de ce qu'eux, ils veulent savoir, et non pas des conséquences que nous, on a tendance donc à leur donner. Alors, beaucoup de remerciements. Et enfin, merci de votre attention. Ok, merci Chantal, je suis désolée, mais on a dépassé les 15 minutes, donc il n'y aura pas de temps pour les questions. Oui, mais si après, à la fin de la séance, il nous reste 2 minutes, on pourra, mais comme ça, je ne peux pas.